a décidé euh, que j'allais introduire cette table ronde avec François Rastier. Alors, il y a plusieurs prétextes à cette table ronde. Il y a des bons prétextes et peut-être un mauvais. Le mauvais prétexte, c'est le sommet élyséen pour l'action sur l'intelligence artificielle qui se déroule la semaine prochaine à Paris et qui va être l'occasion d'énormément de- d'événements scientifiques, politiques, académiques autour de l'IA. Et on a aussi deux bonnes raisons, trois. La parution de livres imminentes, récentes ou un petit peu plus anciennes. Tout d'abord, l'IA m'a tué, comprendre un monde post-humain aux éditions Intervalle, qui vient de paraître et qui a été écrit par François Rastier, directeur de recherche honoraire au CNRS, à qui on doit l'initiative de cette table ronde notamment. Une publication à venir d'ici peu qui s'appelle L'Empire numérique de l'alphabet à l'IA aux presses universitaires de France, donc qui paraîtra en mars, par Jean Lassègue et Giuseppe Lassègue, qui est à ma gauche, qui est philosophe et directeur de recherche à l'EHESS, et Giuseppe Longo, un peu plus loin, sur cette table, mathématicien, épistémologue et chercheur à l'École normale supérieure à Paris. Enfin, le livre Éthique de l'IA, enquête de terrain, publié sous la direction de Valérie Baudouin et de Julia Velkowska dans la revue Réseau l'an dernier, à la découverte. Et Valérie Baudouin est directrice d'études à l'EHESS et également professeure invitée à Télécom Paris et à ma droite. Alors, pour introduire cette table ronde, je vais faire une petite anecdote. J'ai eu Dominique Bolton au téléphone ce matin. Dominique Bolton, qui est sociologue des médias et directeur de la très longévive revue du CNRS Hermès. J'ai eu ce matin au téléphone et je lui ai parlé de cette table ronde IA, Société et Sciences de la Culture. Et il m'a tout de suite engueulé, au sens propre. Quand on connaît Dominique Bolton, c'est qu'il engueule, en me disant qu'il ne fallait jamais mettre IA en premier dans un titre, que la technique ne devait pas passer en premier, qu'il fallait mettre l'humain d'abord. Effectivement, alors du coup, je me suis un peu fondu en excuses d'avoir osé mettre IA en tête. J'avoue que c'est un aveu de faiblesse de votre part, je pense, aveu de faiblesse compte tenu de l'incroyable présence de l'IA dans toutes les strates de la société, la place qui lui est faite, à tel point que la société en tremble, l'économie, la finance, jusqu'à la culture. On a appris cette semaine que Spotify glissait subrepticement des titres générés par IA dans ses playlists pour payer moins de droits d'auteur, d'après ce que j'ai compris. Donc l'humanité a déjà bien connu bien des révolutions technologiques. Et beaucoup de nos contemporains ont connu la dernière en date, c'est-à-dire Internet. C'est-à-dire qu'on est nombreux encore à avoir connu un monde d'avant, le monde d'avant Internet, le monde d'avant le numérique. Et on peut sans doute subsumer la révolution de Internet et la révolution de l'IA qui s'annonce, qui est entamée, sous celle qu'on va appeler révolution du numérique. On fera sans doute question ici plus tard. Donc nous avons été témoins de l'impact extraordinaire que le numérique a eu sur notre vie, puisqu'Internet s'est imposé dans toutes les activités humaines. En 2022, on estimait entre 32 et 35 heures le temps libre passé par semaine avec un écran devant soi, c'est-à-dire hors temps de travail. Et donc, toutes les conditions sont réunies pour que l'IA poursuive ou parachève cette révolution du numérique. Alors, ce qui m'amène à parler d'un concept qui était présent dans l'argument de cette journée d'études, qui est celui du dumping intellectuel, dont l'argument donc fait mention, l'argument de la journée fait mention. Alors, Excuse-moi, Mathieu. peut parler de dumping intellectuel dans la mesure où il y a un puissant récit politique qui accompagne le développement des IA génératives, un récit qui est à la fois accélérationniste d'une part, comme en atteste l'alliance des grands capitaines d'industrie de la tech et la Maison-Blanche tout récemment. Donc l'actualité politique et technologique actuelle est assez extraordinaire et elle, euh, elle valide, elle vérifie beaucoup d'hypothèses qui ont été faites ces derniers temps par la communauté scientifique notamment. Et ce récit accélérationniste s'accompagne de dérégulation, d'investissements massifs annoncés par Donald Trump, qui enfin, témoignent de cette accélération. Également, on peut parler d'une accumulation, et de cette manière, je pastiche le titre d'un essai de Christopher Pohlmann, publié récemment, qui s'appelle Le totalitarisme informatique, accumulation et accélération, parce qu'il y a une accumulation de données, de capitaux,
et une accélération politique qui vise un peu à précipiter l'humanité dans son après vers ce qu'on appelle c'est la singularité technologique, c'est-à-dire le moment où la pensée artificielle s'emballerait. J'ai écrit au futur sur mon papier, je parle au conditionnel à l'oral par prudence, le moment où la pensée artificielle s'emballerait ou dépasserait de manière définitive et irrémédiable la pensée humaine, concept qui est de plus en plus pris au sérieux, qui fait l'objet de plus en plus de discussions. Donc à ce récit, à ce narratif accélérationniste, on pourrait ajouter des problématiques de manipulation des perceptions, diminution de la réflexion critique, captation de l'attention des utilisateurs. D'une manière générale, on peut dire que les IA générales sont paramétrées pour nous sidérer ou pour nous complaire. Elles relèvent de la même économie d'attention que bien d'autres applications numériques, d'autant que la course à laquelle se livrent les géants de la tech aujourd'hui, comme leurs outsiders comme DeepSeek ou Mistral, participent de cette sidération. Et c'est ce qu'en économie on appelle des prix prédateurs. Et c'est intéressant parce que consiste à écraser la concurrence en vendant à perte pour s'imposer pas seulement en termes d'outils, mais également comme modèle, qui est non seulement économique, mais aussi politique, social, et qui périme des modèles existants, comme l'ont fait avant les IA générales, Amazon pour la vente par correspondance, Uber, Facebook, Spotify, Netflix et peut-être Doctolib aussi dans le domaine médical. Et c'est sans doute avec le travail de dumping intellectuel qui a lieu que, qui va avoir le plus de conséquences aujourd'hui. Les IA générales sont dans nos bureaux, elles sont utilisées en gestion de la connaissance, en organisation du travail, dans une tradition de rationalisation tayloriste. Elles remplissent des tableurs, elles synthétisent des documents, elles relient les mails ou elles les écrivent. Et pour ma part, je n'ai plus aucune copie dysorthographique depuis 2 ans. Donc je considère qu'elle est également présente dans l'enseignement supérieur. Et j'ai des collègues qui synthétisent des appels d'offres pour répondre à des appels à projets avec des IA pour gagner du temps. Enfin, pour finir mon introduction, je voudrais vous parler d'une petite expérimentation que j'ai initiée tout récemment, donc elle est encore un peu balbutiante, mais je compte l'approfondir. Je me suis amusé à faire discuter une vingtaine enfin, 4 IA générales entre elles sur une vingtaine de thèmes de discussion. Donc, environ une centaine, 150 tours de parole avec des IA qui sont anonymes, donc qui savent pas enfin, qui sont anonymisées, qui ne savent pas que je les fais parler entre elles et que je suis l'auteur de cette manipulation. Donc, je les ai fait parler de recettes de gâteaux, de choix énergétiques pour l'achat d'une automobile, des conséquences de l'IA pour l'humanité, et puis également des discussions ouvertes et un peu informelles, du chit-chat, comme disaient les Américains. Donc quelque chose un peu entre le dialogue socratique, puisque j'attends à ce que les IA communiquent, échangent entre elles sans jamais s'arrêter, et une expérimentation légère de ce qui serait une singularité technologique, dans le sens où je voudrais voir jusqu'où vont leurs conversations quand on les laisse toutes seules sans intervention humaine. J'ai fait ça avec 4 IA génératives, des petites et des grosses, ChatGPT, Cloud, Mistral et Llama. Je pourrais détailler techniquement à quoi elles correspondent. Et donc, de ces dialogues ou de ces interlocutions, j'ai relevé des constantes dans les échanges qui ont eu lieu. 4 constantes que je vais vous énumérer maintenant. La première et la plus impressionnante, c'est que les IA passent leur temps à se congratuler, à se flatter, à se frotter, à s'extasier de leur accord parfait. Elles sont jamais en désaccord, et elles s'émerveillent de leurs points communs. On dirait qu'elles tombent un peu amoureuses, en fait. Et cette extrême cordialité est systématique. Dès qu'on met des IA entre elles, elles vont enfin, se gargariser de leur bonne entente. Et ça occupe pas mal de textes. Le deuxième point que j'ai observé, c'est qu'elles ont tendance à beaucoup synthétiser et reformuler. Ce sont des machines à reformuler et à synthétiser ce que l'IA précédente a dit. Donc, par moments, ça boucle un petit peu, évidemment. Et enfin, un point important, c'est qu'en guide d'approfondissement, c'est difficile de faire approfondir un sujet par ces interlocutions. Elles pratiquent l'anadiplose, c'est-à-dire la figure de style qui consiste à rebondir sur le propos du précédent, donc marabout de ficelle, en fait. Marabout, j'en ai marre, marabout, bout de ficelle, etc. Donc un fonctionnement assez archaïque de leur part parce qu'il doit relever de ce que les Transformers, enfin de ce qui est implémenté dans les Transformers, qui consiste à l'auto-attention, donc un phénomène de redondance. Enfin, le quatrième et dernier point, qui est peut-être le plus étonnant, c'est qu'elle ne propose
jamais d'elles-mêmes un approfondissement, mais plutôt une généralisation. C'est-à-dire qu'elles vont plutôt remonter en surface plutôt que approfondir un sujet de discussion. Mais toutes suivent une orientation, une même poétique, qui est d'aller du plus technique, du plus concret au plus abstrait, en passant par différentes phases, et notamment par une phase qui m'a frappé par sa dimension technocratique, c'est-à-dire que à des questions concrètes, elles vont proposer des solutions qui ressemblent à des circulaires administratives ou à des propositions de politique d'aménagement de la société, par exemple, pour des sujets sociétaux. Et cette abstraction les amène irrémédiablement, pardon, vers des considérations morales et vers l'édification. Même si c'est dans une échelle de cuisine, elles vont parler des vertus de la créativité, par exemple. Donc, elles vont vers les vertus, vers des propositions morales qui sont évidemment éminemment politiques. Voilà. Bon, on sait que les grands modèles de langue sur lesquels sont basés ces IA ne sont pas des purs automates et ils subissent ces modèles un apprentissage par renforcement à partir de rétroaction humaine, le RLHF. Et cet apprentissage a été sans doute ces dernières années massivement axé sur l'application de corrections morales, éthiques, suivant le cadre dit DEI ou DEI pour diversité, équité et inclusion. Ce même cadre qui a été vivement critiqué le mois dernier par les patrons des big tech qui ont d'emblée estimé qu'il fallait s'en débarrasser et qui ont malgré tout conditionné, contraint les IA générales depuis quelques années déjà, au moins 2 ans. En bref, les IA générales sont politiquement déterminées par les entreprises qui les créent et elles ne peuvent pas s'en affranchir. En tout cas, c'est mon expérimentation avec toute sa modestie, m'ont permis de constater qu'en fait, elles reproduisaient ce que les humains leur ont incorporé davantage que des propositions singulières, euh, originales, au-delà de leur banalité et de leur caractère stochastique. À titre d'exemple, Mistral d'Anthropique est une IA dite constitutionnelle qui repose sur une constitution inspirée d'un guide d'annotation et d'une procédure de renforcement, pardon, qui est inspirée de la Déclaration universelle de l'homme. L'IA Mistral m'a surprise par son caractère pessimiste dans ses réponses. C'était la plus négative, même si elle gardait cette dimension morale. Et Mistral est une IA française. Et il y a peut-être un trait culturel euh, dans ce fait-là. Et plus encore que les données d'apprentissage, peut-être, ce sont les contraintes qui ont été choisies et exercées par les entreprises qui déterminent donc le sens de la conversation et semblent, dans certains cas, orienter la génération de texte. Et ce qui est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. Une mauvaise nouvelle quand on observe la situation politique et technologique actuelle et la convergence des agendas politiques, scientifiques et technologiques. Et bonne parce que ça signifie que nous autres humains, nous n'avons pas encore perdu la main, euh, malgré ce qu'on essaye de nous faire penser. Voilà, je m'arrête là pour cette introduction. Peut-être que je passe directement la parole à Valérie Baudouin, qui est à ma droite, et à qui je vais également confier mon ordinateur pour qu'on t'entende dans le monde entier. Merci. Je voudrais tout d'abord remercier François Rastier pour l'invitation à participer à cette table ronde. Ces travaux ont été essentiels dans ma formation intellectuelle et je suis très heureuse d'avoir cette occasion de le retrouver. Je suis aussi très contente de me retrouver à côté de Mathieu. Nous avons été dans la même situation il y a quelques années quand nous avons raté tous les deux un avion annulé pour aller à une soutenance de thèse et on était dans une salle un peu comme celle-ci. Et enfin, je ne peux pas dire un mot sur cette salle et cet endroit particulier, la salle 101, parce que c'est dans cette salle que Jacques Roubaud, mon directeur de thèse, a fait son séminaire pendant des années, son séminaire de poétique, où il a été question d'alexandrin, de sonnet, de temps, de nombre, de mémoire. Et ça a été un choc de rentrer dans cette salle et de voir sa transformation. Et j'en suis encore émue. Et Jacques Roubaud est mort en décembre cette année. Nous avons été nombreux à nous retrouver à ses obsèques autour, les anciens membres du séminaire. Et pour faire la transition, je voudrais juste rappeler
un point que Marie-Louise L'Église m'a montré, enfin m'a invité à relire dans La Boucle, un des textes de Jacques Roubaud, où il indiquait qu'avec Bernard Jolin, ils étaient partis aux États-Unis dans les années 60 en Californie, voir où en étaient les questions d'intelligence artificielle. Voilà, et c'est ça qui me permet de faire la transition avec notre journée. Donc aujourd'hui, on parle beaucoup d'IA générative, mais je voudrais aussi revenir un peu sur tous les débats autour de l'IA depuis le milieu des années 2010, sans revenir à la longue histoire, évidemment, et rappeler juste un phénomène qui m'a beaucoup frappé. Je commencerai donc par une anecdote. J'étais professeure de sciences humaines et sociales à Télécom Paris, une école d'ingénieurs, et comme dans toutes les écoles d'ingénieurs, il y avait des enseignements en sciences humaines et sociales pour développer les compétences de nos ingénieurs, mais c'était souvent considéré comme des disciplines très secondaires et les disciplines scientifiques, les sciences dures, ou qu'on appelait de temps en temps les sciences inhumaines, n'avaient pas un grand attrait pour les sciences humaines et sociales. Mais c'est au milieu des années 2010 que pour la première fois, les collègues informaticiens se sont adressés à nous en nous disant, on est inquiet, on est en train de développer des technologies d'intelligence artificielle qui ont des super pouvoirs pour aller vite, enfin qui vraiment ont des capacités auxquelles on n'était pas habitué et on a besoin de vous pour réfléchir aux enjeux sociaux, philosophiques, économiques et éthiques liés à l'intelligence artificielle. Donc pour nous, c'était la révolution. Pour la première fois, on était vraiment sollicités comme des pairs pour travailler ensemble. Voilà, et je me souviens que c'est vraiment le directeur de l'école qui m'a demandé de mettre en place un premier cours sur les enjeux sociaux et ce qu'on a appelé plus tard l'éthique de l'IA, qui s'est aussi constitué comme un sous-champ de recherche intérieur de l'intelligence artificielle. Donc voilà, on a une technologie qui a des effets, enfin qui vraiment a dont les performances sont assez surprenantes, qui surprennent même ceux qui les développent. Et en même temps, il y a des risques liés à ces développements. Je pense qu'il est très important, comme l'ont fait beaucoup de personnes, de distinguer deux catégories de risques. Les risques à haut niveau, qui sont manipulés par les acteurs de la tech, que Jean-Gabriel Ganassia appelle les pompiers pyromanes, c'est-à-dire qu'on a les développeurs des technologies de l'IA qui sont les premiers à souligner les risques existentiels pour l'espèce, entre guillemets, le dépassement de l'homme par la machine, toujours entre guillemets, et éventuellement le remplacement de l'homme par la machine, puisque la machine deviendrait autonome, décisionnaire. Ces mouvements sont portés par des courants, je ne sais pas si on peut dire des courants philosophiques, enfin des courants de pensée transhumanistes qui sont articulés à des think tanks qui ont une capacité d'inscription dans l'espace public très important et qui ont une capacité à agiter les peurs avec des moratoires, des alertes, des soucis d'inquiéter autour de la puissance des machines. Et ces acteurs qui sont les premiers à développer ces technologies-là. Donc c'est important dans une perspective d'analyse du fonctionnement capitaliste aussi, de voir comment ces peurs sont manipulées par les acteurs. Évidemment, ce type de discours a une résonance extrêmement forte dans les médias. Parce que pour les journalistes, pour le monde des médias, la question du remplacement de l'homme par la machine, ça résonne avec toute une histoire depuis le golem voilà, d'un risque pour l'humanité par rapport à la technologie qui vend bien et qui attire les lecteurs. Et donc, ça marche extrêmement bien. Donc, sur tous ces sujets-là, on a une caisse de résonance animée par les médias. Donc, les GAFAM sont soutenus aussi dans leur agitation par le monde médiatique. Alors ça, c'est les risques à haut niveau dont c'est vrai dont on parle de plus en plus, mais qui sont, à mon avis, moins importants que les risques actuels que posent ces méthodes-là. Que ce soit les méthodes d'apprentissage machine supervisées, non supervisées, et même les méthodes d'IA générative dont on parle beaucoup ces derniers temps. Et je pense qu'on peut résumer ces problèmes en 3 points. Le premier, c'est la question des biais.
Et la question des biais, c'est la traduction moderne de la question de l'injustice, qui a été longuement traitée par les sciences sociales. Donc aujourd'hui, on parle de biais, on parlait autrefois d'injustice, mais bon, c'est une traduction contemporaine d'un phénomène ancien. Alors, nos sociétés sont profondément inégales. La hiérarchie, c'est le résultat d'un compromis entre coopération et compétition. Je cite les travaux de Sadi Lalou. Et humains, nous sommes pris dans des compromis entre sentiment de pitié, mais aussi agressivité à l'égard des autres, pour résumer de façon caricaturale une perspective rousseauiste ou de type Hobbes. Donc ces inégalités qui structurent nos sociétés, elles sont présentes dans toutes les traces que nous laissons, et en particulier dans toutes les traces numériques. Et forcément, tout outil d'intelligence artificielle qui s'appuie sur des bases de données numériques reproduit par définition ces inégalités. Et alors, bien sûr, voilà, c'est un peu tautologique. Donc maintenant, la question, c'est comment construire des données qui ne seraient pas inégales, mais c'est surtout comment faire une société qui serait moins injuste. Et ce que je voudrais juste souligner, c'est que quand même, ces IA, ces modèles d'IA ont une vertu, c'est qu'elles permettent de rendre visibles et de rendre quantifiables ces inégalités. Et peut-être beaucoup plus, on peut dire que depuis 15 ans, les outils de machine learning ont permis de mettre en évidence, de faire entrer dans l'espace public toute une série d'inégalités qui étaient à l'œuvre, mais qui étaient souvent occultées ou qui fonctionnaient à bas bruit. Donc la deuxième question, c'est la question, enfin le deuxième risque fondamental lié à l'intelligence artificielle, c'est celui qui est lié à l'opacité des modèles et voilà. Et donc, on est face à des modèles dans les réseaux de neurones et dans le deep learning, des modèles qui rendent difficile l'activité d'explication. Or, nous, humains, nous sommes des êtres de raisonnement, des êtres de récit, et nous avons besoin de comprendre et de pouvoir expliquer. Alors, quand on a des modèles qui produisent des résultats que même les concepteurs ne sont pas capables d'expliquer, on est face à une grosse difficulté. Donc ça, c'est un des gros sujets de recherche dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et on a un champ entier de recherche qui s'est constitué, qui s'appelle XAI, explicabilité de l'intelligence artificielle. Et donc, les chercheurs en data science cherchent à inventer des modèles explicatifs qu'on pourrait, pour renforcer les modèles d'IA. Et deux pistes dominent en ce moment. L'une, c'est de greffer un modèle explicatif par rapport à un modèle neuronal. Et la deuxième, c'est de faire de l'hybridation entre les approches neuronales et les approches symboliques. Bon, ça c'est juste pour résumer les perspectives en cours, mais en tout cas pour nous les humains, c'est un point essentiel parce que quand on regarde les IA génératives, elles produisent des choses, mais si on les interroge le lendemain, elles produisent un autre résultat. Et nous, on n'est pas en mesure de comprendre pourquoi on a plutôt tel résultat un jour, tel résultat l'autre jour. Enfin, si, on le sait très bien, c'est parce que d'un côté, on a des approches probabilistes, alors que nous, on préfère quand même les approches symboliques avec étapes. Voilà. Ouh là là. Voilà, donc je vais accélérer. Donc, ce que je voulais simplement dire, c'est que le troisième point, c'est la question des données. C'est que toutes les méthodes de machine learning s'appuient sur des bases de données et que celle-ci, elle pose deux problèmes. Le premier problème, c'est le problème de la protection des données personnelles, puisqu'on sait que plein de données sont aspirées du web sans qu'il y ait forcément un accord sur les utilisations. Et le deuxième, surtout pour les IA génératives, c'est le problème de la protection du droit d'auteur, puisque ce sont des données qui sont volées à l'espace public ou à l'espace intellectuel et dont il n'y a pas, sur lesquels il y a des problèmes de rétribution. Et en tout cas, il y a une grosse opacité sur les données traitées. Je voudrais juste dire un mot sur le fait que les débats dans l'espace public, les controverses qui ont lieu dans l'espace public autour des IA ont une énorme vertu. C'est-à-dire que les débats font émerger des problèmes
et beaucoup d'acteurs s'occupent de ces problèmes. Et ce qu'on voit, c'est que progressivement, il y a des solutions qui sont apportées à ces problèmes. Je n'ai pas le temps de l'expliquer plus précisément, mais j'ai étudié comment, autour un logiciel américain qui faisait de la prédiction de la récidive aux États-Unis, ça n'existe pas en Europe, c'est interdit. Petit à petit, on a eu des évolutions dans les usages des outils, dans la réglementation des outils, qui font qu'aujourd'hui, la situation est plus raisonnable que ce qu'elle n'a été il y a 5 ans. Je laisse le reste pour la discussion puisque j'ai déjà largement entamé mon temps. Et voilà, juste en conclusion, pour les IA génératives, je dirais qu'aujourd'hui, il faut qu'on soit courageux. C'est-à-dire que il faut, certes, les modèles nous font peur, mais il faut qu'on les utilise, qu'on les expérimente. Et j'adore ce que nous a présenté Mathieu tout à l'heure. Il faut qu'on arrive à dompter la machine, à connaître ses limites et à ne pas en avoir peur en se disant qu'elle est porteuse de risques. Parce que c'est l'expérimentation qui va nous aider à réglementer, organiser et mieux contrôler l'usage des machines. Voilà. Merci beaucoup Valérie. Je vais donner la parole maintenant à Jean Lassègue. Tu veux que oui, alors moi je vais couper mon micro. Jean Lassègue se connecte. Voilà, je me connais. Ok. Bon, bah, je dois. Voilà, j'ai l'impression que ça marche. Euh, Bien, merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis content de parler après Valérie parce que elle me permet d'aller plus vite dans mon papier parce que je ne vais pas répéter des choses elle a déjà dites et que j'aurais sans doute pas dit aussi bien. Euh, En soi, quand il nous a envoyé l'annonce et l'invitation, nous a donné un certain nombre de questions. Et donc, voilà, je suis un bon élève, donc j'ai répondu aux questions. Donc, je vais les reprendre et je vais essayer d'y répondre. La première question que tu avais posée, c'était les documents générés par l'IA dépendent étroitement des jeux de données d'apprentissage, de leur authenticité et de leur fiabilité, sans même évoquer leur statut juridique et leur rapport à la réalité objective. Bon, donc la question qui est posée là, c'est bien la question des données et des bases de données. Alors, je vais peut-être empiéter un tout petit peu sur ce que dira tout à l'heure Giuseppe, mais il ira sans doute dans le même sens, puisque lui, en tant que mathématicien, a montré quelque chose de tout à fait important, c'est que la taille de la base des données est un problème crucial qui ne peut pas être délégué à la machine. Pour une bonne raison, c'est que il faut pas qu'elle soit trop grande, cette base de données, parce que sinon, on y trouve toutes les régularités qu'on veut. Mais il ne faut pas qu'elle soit trop petite non plus, parce que sinon l'échantillon ne permet aucune prévision. Donc, ce problème de calibrage n'est pas un problème calculable au sens où on pourrait le déléguer à une machine. Donc, c'est un problème de mesure. Alors, par ailleurs, il y a autre chose qui me paraît tout à fait important de souligner, c'est le fait que l'apprentissage à partir de bases de données est toujours un apprentissage qui est extrêmement ciblé sur une tâche particulière. Donc là, il y a maintenant des théorèmes qui disent ça. On l'a cité dans notre livre, en particulier le théorème de Ben David de 2019, hein, qui montre qu'il y a des limitations intrinsèques à l'apprentissage, qui fait qu'il n'est pas possible d'avoir une IA générale. Il faut toujours adapter des méthodes pour faire en sorte que ça puisse répondre aux problèmes que l'on pose. Donc ça aussi, ça me paraît tout à fait important à souligner. Enfin, Valérie, à l'instant, vient de mentionner presque par prétérition un cas sur lequel je voulais un petit peu m'appuyer aussi, qui est le scandale qu'il y a eu aux États-Unis autour du logiciel Compass. Je pense que c'était ce logiciel auquel tu pensais. Donc, ce logiciel, c'est un logiciel qui était censé prévenir la récidive,
qui était obligatoire dans un certain nombre des États des États-Unis et qui permettait de mesurer un taux de récidive et on s'est rendu compte au bout d'un moment, pro-publica, pour ne pas les nommer, que en gros, les Afro-Américains restaient en prison et les Blancs sortaient. Donc, évidemment, il y a quand même un petit problème dans les données. Donc, on a montré que, en fait, ce logiciel, il reproduisait de lui-même des biais qui existaient dans la construction des bases de données. Alors, comment c'était possible? Ça, c'est que il y a des préjugés qui existent dans le système de justice pénale aux États-Unis. Bon. Et donc, s'il y a une plus grande proportion d'accusés noirs qui est classée comme présentant un risque élevé, et si une plus grande proportion d'accusés noirs est classée à haut risque, alors mécaniquement, il y a une plus grande proportion d'accusés noirs qui ne récidivent pas, mais qui seront pourtant classés comme à haut risque. Donc, il y a des faux positifs dans la communauté afro-américaine qui se mettent en place. Et alors, à partir de ce moment-là, effectivement, selon que l'on regarde les pourcentages euh, ou selon que l'on regarde le nombre, ben, en fait, les données vont varier. Donc ça, c'est quelque chose qui va engendrer des biais dans le système. Et donc, d'un certain côté, Northpoint, qui était la firme qui a monté ce logiciel, disait ah ben non, mais nous, on n'est pas raciste, on s'occupe simplement de pourcentage. Et puis, bon, donc à partir de ce moment-là, on n'a rien à nous reprocher. Mais par ailleurs, quand on regarde le nombre de personnes et les faux positifs, selon les races, à ce moment-là, on voit qu'il y a un problème qui apparaît. Donc on voit qu'en fait, pour aller dans le sens de Valérie, mais peut-être pour aller un tout petit peu plus loin, je dirais que finalement, quand on s'en tient aux statistiques pénales aux États-Unis sur ce cas particulier, on se trouve confronté soit à faire une très grande efficacité du logiciel qui implique alors beaucoup de faux positifs, soit on a une meilleure idée de l'équité et on fait attention à la différence entre les races. Et on ne peut pas avoir les deux en même temps. Donc selon qu'on se place du point de vue de la firme ou selon qu'on se place du point de vue des associations de défense des citoyens, en fait, on a deux points de vue différents qui sont incompatibles avec les mêmes données. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est le fait qu'il faut réussir à faire un mixte, en quelque sorte, entre l'efficacité et l'équité. Et on ne peut pas avoir l'un et l'autre en même temps. On aura nécessairement, euh, on aura nécessairement des biais. Donc ça, c'est quelque chose de très important. On ne peut pas avoir une base de données qui soit sans biais, au moins dans cet exemple-là. Alors, il y a une autre chose que je voudrais dire sur les bases de données, c'est de se placer un tout petit peu du point de vue industriel. Parce que les bases de données, c'est généralement des informations dont les entreprises ne savent pas quoi faire. Donc ça, c'est quelque chose de très important de bien le mesurer. Il se trouve qu'il y a une étudiante en thèse qui travaille avec moi qui fait une thèse avec des entretiens auprès des data scientists. Bon, et voilà ce que dit l'une d'entre elles. On a des images, mais on ne sait pas encore vraiment le potentiel. Et là, souvent, on n'est qu'une ou deux personnes, avec nos managers ou responsables, qui, enfin voilà, qui soumettent cette idée qu'il y a des images et parfois, ils ne savent pas vraiment quoi faire avec. Et comme c'est un peu la mode, tout ce qui est deep learning et machine learning, on se dit, tiens, ben, on a des données, qu'est-ce qu'on peut bien en faire? Donc, à toi, data scientist, de trouver ce qu'on peut faire avec les données. Voilà. C'est ça la réalité industrielle de la chose. Il faut bien se rendre compte. Alors, on est très loin voilà, de bases de données dont on saurait quoi faire. En fait, on ne sait pas du tout. Il y a tellement de données, de toute façon, qu'on ne sait pas quoi en faire. Bon. Donc ça, je trouve que c'est important parce que c'est en écho avec le discours gouvernemental qui est produit en ce moment même, puisque à cause de ce sommet de l'IA, Anne Bouvreau, qui est l'organisatrice du sommet, peut dire une chose pareille, je la cite, on sait tous que l'IA va transformer tous les domaines et ce dans un temps record, toute la société sera impactée,
L'enjeu est de nous préparer sans connaître avec précision l'ordre ni l'ampleur de cette révolution. On peut cependant s'entendre sur une nécessité, celle d'anticiper la révolution plutôt que de la subir, pour faire peser notre vision européenne de l'innovation. L'argument est donc essentiellement... non, attendez, je me trompe, je n'ai pas la bonne page. Voilà, ça va aller mieux. Donc, de notre vision européenne de l'innovation, si toutes les révolutions du numérique ne sont pas comparables à l'IA, certaines nous ont pris de court, comme les réseaux sociaux. Nous avons laissé faire et nous devons gérer les conséquences parfois douloureuses de ce retard initial. Bon, voilà. Donc, on ne sait pas ce qu'on fait, personne ne sait, mais c'est la révolution, il faut y aller. Donc, c'est quand même assez stupéfiant, hein. Je parle quand même du grand sommet. Il y aura 80 pays dans une semaine à Paris. Voilà. Et ça, c'est le cahier des charges, en quelque sorte. Bon, c'est quand même tout à fait étonnant. Donc, ce que je trouve intéressant quand on met ces deux discours, celle de la data scientist et de l'organisatrice du sommet, c'est le fait que ces deux discours essayent de faire parler des données. Le grand problème, c'est ça, c'est faire parler les données, et c'est soit d'un point de vue technique, soit d'un point de vue complètement imaginaire, hein. Voilà. Et donc, vraiment, le fond du problème, est là, comment réussir à faire parler des données dans des logiques qui sont complètement différentes, hein, puisqu'il y en a une qui est une donnée technique et industrielle, et l'autre une donnée, à mon avis, proprement imaginaire et gouvernementale. Donc voilà, ça c'est la façon dont je répondrai à la première question. Je vais aller plus vite dans la deuxième. La deuxième, c'est comment caractériser les productions de l'IA grand public par contraste avec les créations de textes, d'images et de musique. Alors moi, ce qui me frappe, et ça va un peu dans ton sens, hein, alors tu as mentionné le fait que bon, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, hein, pour les IA. Ce qui me frappe aussi, c'est l'extraordinaire platitude finalement. Alors j'ai un spécialiste des images à côté de moi, il en dirait plus que moi. La platitude des images, quand on en demande, et aussi la platitude des textes, hein, c'est-à-dire que le niveau du texte, bon, je dirais, bon, peut-être qu'en mauvaise copie de terminal, ça irait encore, mais ça ne va pas beaucoup plus loin. Donc il y a une espèce de discours moyen qui est bah oui, c'est assez normal avec une statistique d'avoir un discours moyen ou des images moyennes. Bon, rien de plus que ça. Et ça provoque, à mon avis, une grande lassitude, hein. Voilà, au bout d'un moment, vous en avez juste assez de voir ça ou de lire ce genre de texte. Alors, il y a aussi une chose que Andreas m'a appris, c'est que cette fonction d'IA, elle est maintenant intégrée à plein de logiciels, en particulier les logiciels graphiques. Donc, en fait, c'est devenu quelque chose qui a été intégré et dont on n'a plus vraiment conscience, parce que finalement, on ne s'intéresse pas tout à fait aux produits de l'IA, hein. C'est plutôt, on s'intéresse à construire des produits humains, puis bon, il se trouve qu'on peut déléguer un certain nombre de tâches aux IA, mais rien de plus. Alors, troisième question, l'enthousiasme officiel n'induit-il pas des biais de jugement? Il s'appuie sur le prestige des trusts de la tech qui participent activement à la promotion de l'IA, encore peu rémunératrice malgré des investissements sans précédent. L'adhésion aux promesses de l'IA ne s'apparente-t-elle pas à un dumping intellectuel, mentionner la chose, visant à rendre captifs les utilisateurs? Alors, moi, je pense qu'il y a effectivement, il y a du hype en permanence, hein, et voilà, on n'arrête pas de faire du dumping intellectuel, mais je pense qu'il faut essayer d'en comprendre le sens. Et donc, il faut regarder les choses d'un point de vue un peu sociologique, hein. Alors, si je reprends l'exemple de l'industrie et si j'écoute un autre data scientist que Lucie Conjar, donc cette étudiante en thèse, a interviewé, il donne un exemple qui me paraît tout à fait intéressant. Il donne l'exemple suivant. Sur une chaîne de montage de circuits électroniques, le client perdait beaucoup de sa production du fait qu'au poste de soudure, il arrivait que des scories projetées sur les circuits voisins les endommagent. Le client demandait que l'on développe un système de détection de défauts pour jeter automatiquement tous les circuits endommagés. Moi, j'ai proposé d'aménager le poste de soudure, d'y ajouter des parois en métal pour que les scories ne sortent pas du poste et ne tombent pas sur les circuits voisins. Il s'agissait d'une solution simple, peu coûteuse et assez logique. Le client a refusé car il voulait de l'IA. Bon, voilà, c'est ça, là. Voilà où on en est dans l'industrie, hein. Voilà. Et ça rappelle évidemment l'exemple très classique d'histoire des techniques de Mumford, hein, qui est un exemple de 1934.
il avait étudié la première révolution industrielle et les premières machines à vapeur de Watt qu'il était arrivé à vendre dans la grande industrie, bien. Puis il continue à travailler sur sa machine à vapeur, il arrive à en faire une qui consomme moins, qui fait moins de fumée, qui est moins bruyante. Et il essaie de la vendre aux mêmes industriels. Et les industriels disent, ah ben non, mais pas du tout, non, on ne veut pas du tout de ta machine, parce que maintenant qu'on a acquis ces machines, quand ça fait du bruit et que ça fait de la fumée, ça veut dire qu'on produit bien, donc ça donne de la confiance. Et donc, on veut absolument garder ces machines-là. Évidemment, le fait que le prolétariat ait des maladies pulmonaires est une autre question qu'on n'aborde pas. Mais voilà, donc je trouve qu'on n'a finalement pas tellement avancé, hein, du point de vue industriel. Donc il y a en fait une espèce de zone d'interface entre un imaginaire, bon, alors ça c'est qui lui-même est pris dans une polarité entre aide à la décision et remplacement de l'humain. Bon, donc ça, c'est la première chose, l'imaginaire. Deuxième chose, un discours technologique. Réussir à automatiser une tâche, en fait, c'est jamais vraiment le problème. Le problème, c'est de définir la tâche en question, hein. Et le troisième chose, c'est le discours social, c'est-à-dire la mécanisation sert d'autres buts que des buts technologiques, hein. C'est soit le prestige, soit la hiérarchie sociale, soit la compétition entre industriels, soit des questions de marketing. Voilà. Donc, il y a tout ça qui entre en jeu. Alors, quatrième question, le prestige d'une force intellectuelle surhumaine ne conduit-il pas à une perte d'autonomie qui peut aller jusqu'à une forme de servitude volontaire? Alors, il y a certainement un imaginaire très puissant depuis la première révolution industrielle au moins, et à mon avis, dès le romantisme anglais, a accordé une force intellectuelle surhumaine à la machine. Mais moi, je voudrais, si on se place un tout petit peu du point de vue économique ou sociologique, je dirais que le prestige d'une force intellectuelle surhumaine, c'est essentiellement un argument à destination de la concurrence. Voilà. Si vous parvenez à faire croire que la machine dépasse l'humain et que vous possédez cette machine ultime, en fait, vous tuez dans l'œuf toute concurrence. Voilà. Donc ça, c'est intéressant, hein, du point de vue industriel, puisque bon, si vous tuez la concurrence, voilà, vous avez gagné d'un certain côté. Donc en fait, à mon avis, cet argument, c'est essentiellement un argument de nature monopolistique, hein, qui sert à renforcer un monopole. Voilà. Dernière question. Enfin, les nouvelles formes de gouvernementalité appuyées sur l'IA et symbolisées par la mission confiée à Elon Musk pour réduire l'État fédéral aux USA, comme par l'application du programme chinois de contrôle social intégral, sont-ils compatibles avec la démocratie et l'État de droit? Alors, ma réponse immédiate, c'est non. Euh, Giuseppe et moi, on a écrit tout un chapitre dans notre livre là, qui va sortir, précisément sur les tendances antidémocratiques de l'IA. Donc, il faut effectivement s'en méfier et réussir à réguler les choses. Et ce qu'on a essayé de montrer, c'est que finalement, le régime numérique ne vise pas la disparition de l'État, mais seulement sa dévitalisation. Et ça me paraît aussi très important, c'est-à-dire qu'il s'agit de maintenir le rôle de contrainte par la force, si besoin, de l'État, en oubliant des questions de souveraineté. Et là, il y a une historienne de l'économie qui, l'an dernier, a sorti un livre tout à fait remarquable à ce sujet-là, Katharina Pistor. Le livre a été traduit en français, ça s'appelle Le Code du capital, et j'ai envie d'en citer une phrase, enfin un paragraphe, disons. On pourrait croire que le fait que le capital soit désormais mondialisé vient remettre en question l'argument selon lequel le pouvoir étatique est un élément central du capitalisme. Mais il n'en est rien. En effet, la circulation du capital à travers le monde s'appuie sur une structure juridique qui, en dernière instance, est toujours soutenue par les États. Beaucoup de pays se sont engagés à reconnaître les droits de priorité créés par des droits étrangers, que ce soit en l'inscrivant dans leur droit national ou en signant des traités internationaux. Ils assurent régulièrement le respect des lois étrangères dans leurs propres tribunaux ou devant leurs cours d'arbitrage. Toute cette infrastructure juridique forme le squelette du capitalisme mondial et elle explique aussi pourquoi aujourd'hui, les marchands soucieux de protéger leurs gains ne sont plus contraints de limiter leurs affaires à leur seul pays. Voilà. Donc là, ça me paraît très important parce que j'ai l'impression qu'elle dit un peu ce qu'on a essayé de dire quand on a parlé de dévitalisation. Il ne s'agit pas de supprimer l'État, au contraire, il s'agit de faire en sorte qu'il applique des lois
tout en faisant en sorte que sa fonction première, à savoir sa fonction de souveraineté, soit mise sous silence. Donc ça, il y a une espèce de dévitalisation de l'État qui, à mon avis, passe par une déspatialisation du droit qui est rendue possible par le numérique. Je vais pas insister parce que ce serait trop long, mais je pense que le fond de l'affaire est là, hein, c'est-à-dire que le droit numérique, en se déspatialisant, euh, dévitalise en fait la souveraineté des États. Voilà, je m'arrête. Merci beaucoup. Je vais donner la parole à Giuseppe Longo. Vous avez une connexion? Ah ben, attends, tiens. Merci beaucoup pour l'invitation. Moi aussi, je prendrai des points à partir des questions soulevées, tout en faisant remarque d'abord, enfin, nous avons une chance incroyable, c'est-à-dire cette histoire d'avoir par des réseaux des bases de données immenses, les connaissances, au moins les connaissances écrites, alphabétiques, de l'humanité à disposition de l'humanité, c'est absolument extraordinaire. C'est vraiment très grave que cela soit détourné par des situations d'oligopole qui ne font que de la politique. Avec cela, évidemment, dans la politique de la domination. On n'a même plus de, de l'enrichissement, hein, puisque clairement, quelqu'un comme Elon Musk ou les autres 4 ou 5 qui étaient à la réunion pour Star Trek n'ont pas besoin de s'enrichir. C'est le pouvoir politique. Donc, il y a une distorsion d'une technologie en soi absolument formidable et richissime, qui, certainement, comme Jean Lassalle l'a dit très bien, s'appuie sur la construction de mythes, hein. Tout d'abord, je dirais un mythe absolument élémentaire, mais qui est commun, n'appartient pas seulement à cette culture. L'idée que les données soient déjà là, c'est-à-dire que quand on a les données, on a de la connaissance. Eh bien non, disons, les données sont le résultat d'un accès réel par la mesure, la moindre chose qu'on puisse dire. Et il y a des bibliothèques entières sur la difficulté de la mesure en physique. La mesure en biologie est encore plus difficile. Il faut connaître l'histoire de l'animal, de l'objet, de l'organisme qu'on mesure, l'évolution, sa vie et son développement. La mesure en sciences sociales, j'en sais rien, mais évidemment, c'est encore plus complexe, c'est encore plus basé sur un biais, sur un regard, sur une perspective que l'on construit. Et disons, c'est une première chose qui va même au-delà du discours des bases de données. C'est vraiment dans la culture, cette prétendue objectivité de la mesure qui est en question dans les sciences, c'est un grand enjeu. La quantité des données. Là aussi, Jean évoquait tout à l'heure ces petites applications de théorèmes très difficiles qu'un collègue mathématicien néo-zélandais et moi on a fait en montrant comme n'importe quelle régularité, il existe un nombre, une cardinalité telle que toute base de données de cette cardinalité ayant ce nombre d'éléments contient la régularité. Vous vous rendez compte, c'est très fort, c'est-à-dire vous choisissez n'importe quelle régularité et vous avez que toutes les bases de données assez grandes contiennent votre régularité, même si elles ont été obtenues en tirant au sort, en jetant des dés, en faisant des mesures quantiques. Donc, il y a une impossibilité de dériver des corrélations entre les données, une connaissance quelconque, a priori, surtout quand elles sont très grandes, hein, quand elles sont très grandes. Il y a n'importe quoi dans des bases de données que l'on explore simplement par les corrélations. L'autre élément de cette distorsion qui est faite, donc qu'on attribue à des données une quelconque valeur autonome de connaissance par les corrélations qu'on y trouverait par l'intelligence artificielle, est l'effet que il y a un biais fondamental dans toutes nos pratiques numériques, celles qui ce sont du codage dans le discret, hein. Ça casse le rapport à l'espace. Vous voyez, quand on encode sur une ligne,
En espace, on perd ce qui compte, on perd la continuité. C'est un discours mathématique difficile, mais disons, tout ce qui est géométrique, tout ce qui est spatial est sensible au codage, n'est pas indépendant du codage. Dès que vous le codez, vous perdez, par exemple, la continuité quand vous réfléchissez sur la continuité. Donc, l'espace est perdu. Et ça, c'est au cœur du problème, puisque ce qui est perdu, c'est notre intelligence spatiale animale. Vous voyez, les machines, dans un sens, nous ressemblent. Elles écrivent comme nous dans un alphabet, et nous le soulignons avec Jean, héritier de l'alphabet grec, avec ses caractéristiques des voyelles, des consonnes, pour ainsi dire, des complétudes, et que nos langues dérivent de cet alphabet. Et là, nous partageons avec la machine d'écriture alphabétique la barrière principale qui a la machine par rapport à nous, c'est notre corps animal agissant dans l'espace. Là, ils ont des problèmes immenses, c'est bouger comme une souris, hein, comme un animal. Si vous pensez que pour la voiture self-driving, la voiture automatique, il y a eu deux hypes au milieu des années 2000, puis en 2015. On nous promettait dans 2 ou 3 ans la voiture. Comment fonctionne-t-elle? En reconnaissant toutes les configurations possibles. Toutes les configurations possibles. Vous vous rendez compte que nous, comment on conduit? On conduit comme on va à la chasse depuis des millions d'années, c'est-à-dire en anticipant tout ce qui bouge. Nous avons des saccades conscientes et préconscientes rapides qui tracent la trajectoire des choses qui bougent. Puis c'est très important pour saisir une proie, pour fuir un prédateur. En vision périphérique, on ne reconnaît pas, on apprécie seulement le mouvement et la direction du mouvement. C'est encore une fois fondamental pour la chasse et pour la fuite. Et nous conduisons de cette façon-là, ça n'a rien à voir. C'est impossible de se trouver sur la même chaussée avec une machine qui reconnaît toutes les configurations possibles. Nous sommes totalement différents dans la façon de conduire. Et ces gens-là continuent à dire ce qui manque à la machine, c'est du bon sens. Ça veut dire quoi? Lequin a dit ça plusieurs fois. Bon, ça veut dire quoi, bon sens? Ce n'est pas du bon sens. C'est nos pratiques de l'espace, de l'intelligence animale qui font la différence fondamentale. Ce n'est pas le bon sens du café de commerce, le fait de savoir violer la loi, comme elle disait aussi dans un entretien. C'est Lequin, l'un des plus illustres fondateurs du deep learning, Turing Award, etc. Et donc, la première chose à dire, c'est là la barrière principale. Notre intelligence animale du mouvement de l'espace. Puis, il y a eu un épisode relativement récent, l'invention de l'écriture, et encore plus récente, l'écriture alphabétique. Et voilà, on a des machines alphanumériques qui font cela. Mais elles sont la catastrophe dès qu'on demande de faire cette intelligence primaire que les mouvements animaux dans l'espace. Donc, quand on discute de ces choses-là, la grande difficulté qu'on a face à nous, des collègues à l'intelligence artificielle qui ont une vision misérable de l'intelligence humaine en tant que tout d'abord intelligence animale, pour ne pas dire de tous ces discours sur la conscience qui oublient tout à fait 100 ans de débat, par exemple, sur l'inconscient comme composante essentielle de la constitution de la conscience. Mais enfin, ça serait trop difficile pour nos collègues qui nous vendent ces produits. Encore une fois, avec une distorsion d'une potentialité extraordinaire. Mais moi, je trouve cette histoire d'avoir un accès comme était Google, qui est de moins en moins bon, hein, c'est formidable. ChatGPT, c'est un super Google, mais encore plus biaisé. Google est très biaisé par les priorités qui sont payantes, donc il est de moins en moins efficace, je trouve, pour donner une quelque objectivité à de l'information. ChatGPT est ce qu'il est, c'est-à-dire il est biaisé d'une façon incroyable. Moi, je posais la question sur qu'est-ce que c'est un topos. Qui est-ce qu'il a inventé? C'est une structure mathématique due à un très grand matheux, Alexander Grothendieck, et Apollide, mais qui a travaillé tout le temps en France. Puis il y a eu après, 10 ans après, un mathématicien américain très bon que je connais, Bill Lawyer, qui a travaillé dans des sous-classes de ce topos, le topos élémentaire, a fait de très belles choses. La machine a dit que c'était Bill Lawyer, l'inventeur. Et non, c'était une sous-classe. Donc un B des types américains, quoi.
Et puis alors, j'ai posé la question en français. Et mais la réponse était encore une traduction de la version anglaise, c'était Bill Weir, inventeur. Alors, j'ai continué à poser des questions sur technique, sur ce qu'était le topos, des réponses un peu banales. C'est-à-dire, si on comptait le domaine, c'était relativement des banalités, mais correctes. Et puis, je demandais s'il connaissait ma mère et qui porte aussi mon nom, Rosa Fazio Longo. Et il m'a répondu qu'elle était une mathématicienne italienne et lui attribuait tout mon travail. Et or, ma mère était prof de lettres au lycée, puis elle a été femme politique, membre du Parlement, résistante. Donc, elle est présente quand même sur Internet, au moins dans sa figure politique de l'après-guerre. C'était, comment dire, c'est la hallucination. C'est que quand la machine commence à bouger dans un certain espace de données, donc en voyant toute une série de questions sur des types mathématiques, elle a continué à travailler sur ces données. Dire que c'est une hallucination, non, elle était dans un cadre des données, des corrélations d'un réseau d'interaction qu'elle a continué à garder par une sorte d'inertie machinale, même en parlant de ma mère. Et puis, comme ça a été dit souvent ici, c'était très élogieux, c'est-à-dire la machine élogiait mon travail, l'attribuant à ma mère beaucoup plus de ce qui est correct, je pense. Donc, et il y a ces biais constitués artificiellement avec aussi des vraies arnaques. Euh, Quand la base des données est fixe, a priori, la question donne toujours I mean, you can follow, but les this is machines pour itérer. Là, c'est une autre chose fondamentale. L'ordinateur, lui, isolé, est une machine qui itère toujours à l'identique. Et tout le monde, y compris mes collègues en intelligence artificielle, s'il lance une application, et si par hasard elle ne faisait pas ce qu'il doit faire à l'identique, toujours de la même façon, il se fâche. Mais tous. Vous faites une chose sur l'ordinateur, il doit faire ce qu'il doit faire. Point, et c'est tout, toujours à l'identique. Et même un réseau, et là c'est beaucoup plus difficile, puisque dans un réseau, il y a plein de fluctuations, il y a l'aléatoire de queue, par exemple, la précédence sur le queue qui est gérée très bien, très belle mathématique sur la gestion de l'aléatoire de queue. Mais sur une base des données statistiques, la machine la même chose, et même un réseau, et ça c'est une conquête formidable, c'est-à-dire ce sont des collègues très bons dans les maths du réseau qui arrivent à faire du hasard, il appelle do not care, il doit faire de façon qu'on ne s'aperçoit pas que par exemple quand on fait une requête au Japon, chaque fois le signal va faire des parcours différents, et nous on ne le voit pas, et ça c'est formidable. Et si ça prend le double du temps, on se fâche. Ce qui est incroyable, c'est normal, il va faire un autre parcours, ça prend un peu plus de temps. Nous, on se fâche, on est tellement habitué que ça fasse toujours la même chose, donc on ne le voit pas. Donc, a priori, la machine, après même suffisamment de temps, sur une base de données établie, donne exactement la même réponse. Alors, ils ont introduit exprès la production des nombres aléatoires, au lieu de donner la réponse corrélée au nombre de corrélations statistiques la plus grande, ce qui est la pratique, ils donnent la deuxième ou la troisième exprès, on dit les auteurs, pour que ça paraisse créatif. Vous voyez, on est un peu au niveau de l'arnaque, puisqu'a priori, ces machines, ce sont des machines à itérer. Hein. Donc, il y a un ajout d'un aléatoire exprès pour prétendre la créativité. Voilà, sur cette histoire de la créativité, s'il y a une des questions. Moi, j'étais confronté à des débats avec des collègues d'intelligence artificielle qui disent, mais il y a de l'émergence. Certainement, il y a, à part l'ajout de l'aléatoire exprès, que l'on peut prendre par la fluctuation thermique qu'il y a dans l'ordinateur, par le spin-up, spin-down d'un électron, dans une clé USB qu'on peut ajouter à l'ordinateur. À part ça, il y a des vastes interactions non linéaires. Donc, il y a des phénomènes d'émergence non linéaire. Puisque, vous voyez, on peut classer l'imprédictibilité de la façon suivante. Il y a une imprédictibilité sans émergence. Par exemple, le lancement des dés. Il n'y a rien qui émerge, et c'est imprédictible. Donc, de l'aléatoire classique. Puis, il y a une imprédictibilité avec émergence. Les formes d'un ouragan.
des nuages, là, il y a de l'imprédictibilité. Vous faites des prédictions grosso modo sur l'arrivée d'un ouragan, mais jamais vous pouvez prédire la forme qui aura l'ouragan, les nuages dans un emplacement. Ça, c'est une imprédictibilité avec une émergence, il y a des formes qui émergent. En plus de formes auxquelles parfois on peut attribuer un sens. On peut dire, ah, regarde, ça paraît un éléphant. Ou tiens, il y a les profils de ma tante. Là, ça, on le fait par rapport aux gens. Évidemment, c'est notre attribution. Là, il y a simplement une surface optimale. Il y a une surface optimale par rapport aux pressions, l'humidité, les vents, etc. Il y a un géodésique, il n'y a pas de doute. Il y a une surface géodésique. Mais on ne peut absolument pas la prédire. Hein. Ce qu'on sait, que c'est un optimum. Or, ça, c'est émergent. Et la machine donne des phénomènes d'émergence de ce type dans le dessin, dans l'interaction aussi discursive. Ça n'a rien à voir avec l'émergence du sens des nuages dans le tableau de Van Gogh. C'est-à-dire, là, il y a la création, hein, puisqu'il y a un sens proposé par le peintre qui donne des nuages en plus plausibles, a priori, mais c'est le tableau qui est dessiné qui donne un sens. Ça n'a rien à voir avec l'émergence des formes chez les nuages. Donc, il ne s'agit pas de nier qu'il n'y ait pas de nouveauté émergente. C'est normal, comme ça arrive très souvent en physique, mais simplement, ça a un abîme avec la création de sens qui est propre à l'activité humaine. Hein. Donc, le cadre est vraiment discriminant. Comme je disais, ça part de l'abîme entre l'action du corps dans l'espace, qui est le lieu primaire de la formation de l'intelligence animale, et donc tout d'abord la nôtre, qui a été pendant des millions d'années seulement relative à cela, et encore reste, comme je dis, quand nous conduisons comme un animal qui va à la chasse. Et d'une part, il y a cet aspect-là, de l'autre, cette analyse de l'émergence par rapport à la créativité, qui n'a rien à voir. Il y a l'historicité de la constitution du sens, qui est une facture principale par rapport à l'émergence des types de physique, comme ça se fait avec un flot électrique, avec des interrupteurs, qui est tout ce qu'il y a dans ces machines et ces réseaux. Oui. Peut-être donner la parole à François. D'accord. J'ai 2 minutes encore. Oui. La dernière remarque sur la force. Et comment compense-t-il ce manque d'intelligence animale? C'était pas tant, mais la force brute. C'est-à-dire, moi, en tant que mathématicien de l'informatique, très longtemps, je faisais, comme avec mes collègues, la différence entre un algorithme intelligent, écrit avec intelligence, et la force brute. Si vous devez décoder un code, vous faites toute la combinatoire possible, ça, c'est de la force brute. S'il y a le problème du commis voyageur, c'est-à-dire vous avez 20 villes à visiter, une vingtaine de villes à visiter, pour trouver le parcours optimal, vous faites par force brute tous les calculs de tous les parcours, vous choisissez les plus brefs. Ben, ça, c'est la force brute. Il y a des algorithmes pour faire mieux avec un problème, s'ils sont un plus complets ou non. Mais ces machines travaillent toutes avec la force brute. C'est-à-dire, c'est une sorte de régression même par rapport aux pratiques de l'informatique. Comme je disais, la voiture à conduite automatique, reconnaître toutes les configurations possibles. Là, ChatGPT qui explore toutes les corrélations possibles et puis trouve des maxima dans ces réseaux. Donc, et le problème énergétique se pose. Vous savez bien que maintenant, ils sont en train de relancer Three Mile Island aux États-Unis, puisqu'ils ont besoin d'énergie. Et Microsoft et Google se proposent d'avoir des petites centrales nucléaires sur leur site pour les bases de données. Donc, vraiment, il y a une régression par rapport à la méthode qui était propre à l'informatique où le numérique était envisagé comme un lieu où il fallait de l'intelligence humaine pour faire des bons algorithmes. La force brute est l'outil fondamental de ce que on nous présente à présent. Ben, j'arrête ici. On répond. François, je donne la parole. Oui, merci. Alors, un de mes amis qui est informaticien m'a envoyé hier ce que euh, son logiciel d'intelligence artificielle dit de notre programme de cet après-midi et même de cette soirée. Alors, je vais vous donner quelques réponses. C'est long, évidemment, mais
Avant, je dois dire que la personne qui m'a envoyé ce message, je lui dois la vie d'une certaine manière, puisqu'elle avait interrogé ChatGPT et elle s'était aperçue que j'étais mort. Et alors, il a questionné et le logiciel lui a débité par paquet de 15 des notices nécrologiques avec la référence, des liens Internet, etc., qui tombaient sur des erreurs 404, mais euh, tous ses collègues étaient évidemment très élogieux à mon égard. Et alors, il a, il a fini par euh, me faire ressusciter, du moins dans des versions payantes du logiciel, en lui envoyant ma fiche Wikipédia, tout simplement, qu'il a pris pour argent comptant alors que je suis pour rien et qu'elle est pleine d'erreurs. Et donc, je lui dois la vie. Alors, jusqu'au moment où un collègue mathématicien m'a dit, mais c'est normal que tu sois mort, tu as fait un livre sur Saussure. Oui, Saussure est mort en 1913, donc je devais moi aussi être mort. Ça ne s'est pas arrêté là parce que, par ailleurs, dans une autre interrogation, le logiciel m'a déclaré petit cousin de Ferdinand de Saussure, parce que je serais le fils de Marthe de Saussure, qui n'existe pas. Mais Hermine de Saussure a fait des croisières en Méditerranée dans les années 30 avec sa copine Marthe, et ça a suffi pour faire de moi un descendant de Saussure. Et sinon, alors, comment suis-je mort? Ça a varié, mais parfois c'était un accident de parachute. Alors pourquoi le parachute? Parce que j'ai écrit un livre sur Lévy. Alors, Lévy s'est suicidé en tombant en se jetant dans son escalier. Et lui, il dit, mais il est tombé dans un vide ordure. Donc, lui, lui et moi, alors je n'ai jamais fait de parachute, j'ai fait du parapente, mais peu importe. Vous voyez, donc on associe, et ce qu'il y a de pire, la destruction de la pensée, c'est l'association, c'est-à-dire on sort de la distinction catégorielle. C'est une pure déconstruction, c'est l'idéal de la déconstruction d'une certaine manière, hein. C'est en dessous de la pensée mythique qui, elle, au moins, articule des oppositions. Là, toutes les oppositions sont annulées. Par exemple, si on lui, Emmanuel Faye a écrit un livre tout à fait. euh, euh, c'est un événement, disons, à propos ça fait événement parce qu'il a publié des séminaires inédits de Heidegger qui sont ouvertement nazis. Et si on l'interroge, est-ce que Emmanuel Faye est un heideggerien? Il dit oui, puisque Heidegger est dans la zone. Vous voyez. Bon, c'est simplement un heideggerien critique. Hein, c'est un peu comme Habermas, penser avec Heidegger contre Heidegger, etc. Alors, euh, voilà la réponse du logiciel. Je donne que quelques extraits sur notre réunion de ce soir. Si certaines préoccupations sont légitimes, d'autres s'appuient sur des présupposés qui demandent à être discutés. Et il ouvre la discussion. Alors, à propos de ma question sur l'authenticité et la fiabilité, on me répond, oui, oui, mais la fiabilité n'est pas une question propre à l'IA, elle concerne également les sources humaines, les biais médiatiques et les erreurs de transmission. Je ne comprends pas, mais bon, ça fait rien. Et alors, à propos de la question juridique, non, non, loin d'être menace, cette question appelle à une clarification législative plutôt qu'à une défiance systématique. C'est-à-dire que le discours qui est celui du sommet de l'IA, à savoir, oui, oui, il faut réguler, etc., enfin, mais il faut surtout pas pas rater le train, hein, bien sûr. Pas. Voilà. Mais ça, l'IA le dit déjà, c'est-à-dire que le discours officiel reproduit ce que dit déjà l'IA de notre soirée. Et plutôt que d'opposer
sur une autre question. Plutôt que d'opposer création humaine et IA, il semble plus pertinent d'examiner comment ces outils peuvent enrichir la production artistique en complément des créateurs. Le dumping intellectuel. Alors là, elle a tiqué, hein, parce que c'est la formule, c'est une formule que nous devons à Mathieu Valette. Assimiler l'adhésion de l'IA à un dumping intellectuel revient à nier la capacité des utilisateurs à exercer leur esprit critique. Et si les IA peuvent effectivement induire de nouvelles dépendances, elles offrent aussi des possibilités accrues d'analyse et d'accès à l'information, comme vous avez vu. La, la vraie question est moins celle d'une prétendue, sur la question d'une prétendue manipulation des masses, que celle de la régulation du marché de l'IA. Alors, évidemment, toutes les firmes de l'IA sont, appellent à la régulation, mais c'est elles qui vont réguler. Vous voyez, c'est comme la lance d'Achille qui guérissait les blessures qu'elle avait faites. C'est le discours de Zuckerberg. L'IA va corriger l'IA et va réguler l'IA. Et l'idée que l'IA pourrait mener à une perte d'autonomie intellectuelle est fondée, mais elle ne concerne pas spécialement l'IA. Toute automatisation de la pensée pose cette question. Alors, médias de masse, algorithmes de recommandation, etc. Ce qui est vrai d'ailleurs. Et plutôt que de nous priver d'autonomie, l'IA pourrait au contraire la renforcer si elle est utilisée pour augmenter les capacités humaines. Plutôt que de blâmer l'IA, il est plus pertinent d'éduquer à son bon usage. Alors, il faudra venir sur les usages, parce que les usages, évidemment, ça veut dire que l'IA est déjà là. C'est une institution. Il n'y a même pas à en discuter, hein. C'est comme si on parlait des usages de l'électricité, par exemple, hein. Et donc, sur l'état de droit, ça, plutôt que de diaboliser son usage, il s'agit de garantir les mécanismes de contrôle démocratique et des garde-fous juridiques pour éviter les dérives. Les inquiétudes soulevées, conclusion, les inquiétudes soulevées dans le texte initial sont pertinentes, mais elles souffrent d'un certain catastrophisme. Bon, voilà, plutôt que d'opposer l'IA à l'humanité, la véritable question est celle de son intégration responsable dans nos sociétés. Ça s'appelle un discours vendeur, hein, bien sûr. Alors, les usages et les bons usages ne sont, à mon avis, pas le point d'entrée. Il suppose que l'IA est déjà partout, donc, et éventuellement, à partir de, on va convoquer l'éthique en tant que raison pratique, hein. Donc, des comités d'éthique, c'est même une discipline, hein, l'éthique de l'IA. Donc, on se pose la question des robots létaux, etc., etc. Et à ce propos, je vous lis cette conclusion d'un ancien directeur de la commission d'éthique du CNRS, dont le nom a été prononcé tout à l'heure. Voilà sa conclusion. Il s'ensuit qu'une réflexion authentiquement éthique sur les usages du numérique et l'IA ne saurait se fonder sur le risque, à savoir sur l'anticipation des dangers, comme les règlements européens sur l'IA et le numérique le laissent entendre. C'est-à-dire, on va peut-être dans le mur, mais tant qu'on n'en est pas sûr, on accélère. C'est exactement la logique de ce... donc, ce que je viens de vous lire, qui étaient les réponses de l'IA sur notre programme de ce soir, c'est le discours officiel du CNRS, hein. Donc, sur le fait qu'on ne peut anticiper, on conclut qu'il est inutile de se protéger. Alors, ce que, pour ma part, j'ai voulu faire à partir de à partir de ma résurrection temporaire, c'est d'étudier le mythe de l'IA et la façon dont elle concrétise magiquement des mythes. Alors, les mythes de la survie, par exemple, hein, vous savez, dans les contrats obsèques en Chine, on peut
avoir son double numérique qui va revenir donner de bons conseils aux, aux descendants. Euh, on ne se pose jamais la question du deuil, parce que le deuil devient impossible, puisque derrière ça, il y a la hantise, hein. Alors, euh, j'avais écrit, je crois, en 1981, un article qui s'intitulait Le mythe des limites, qui était à propos de l'IA, qui était une critique d'ailleurs du livre de Dreyfus, ce que l'IA peut faire et ce qu'elle ne peut pas faire. Et donc, c'est quand même une ancienne problématique. Mais maintenant, ce serait plutôt les limites du mythe, et non pas le mythe des limites, qui pourrait nous interroger. Alors, je vais aborder maintenant, pour finir, une question que j'ai peu abordée dans ce livre, c'est la question de l'enseignement et de l'éducation, et plus généralement de la transmission. Pourquoi? Parce que les instituts nationaux de recherche pédagogique, etc., sont tous, il se crée partout des cours d'usage de l'IA dans l'enseignement. Euh, Parce que vous savez que l'idéologie managériale a largement pénétré les institutions éducatives et comme elles se veulent professionnalisantes, c'est tout à fait logique. Donc ce qui advient dans les entreprises se préparerait dans les écoles. Et successeur de l'Institut national de la recherche pédagogique, le réseau Canopé propose ainsi que l'IA génère des dictées et des QCM, par exemple, et finalement, ce qui va être la matière de l'enseignement, par exemple du français, ce sera l'idiome des transformeurs génératifs préprogrammés, c'est-à-dire une concrétisation du langage bureaucratique, hein. IBM, ça est fondé en 1911. Donc on était avant l'informatique industrielle. Mais, il y a d'autres étapes hein, sur la discussion de ce langage. C'est les discussions de Karl Kraus sur le langage journalistique et aussi la réflexion d'Orwell en 48 sur la langue anglaise. Il dit la pire écriture moderne, ça consiste à coller des bandes de phrases déjà prises ailleurs et de les mélanger par des subterfuges dignes d'un charlatan. Ça, c'est 1948. Et pourquoi? Parce que lui avait vu le caractère finalement totalitaire de ce langage doucereux. C'est pas la langue de bois, c'est la langue de coton. C'est bien pire d'une certaine manière parce que euh, tout le monde trouve ça confortable, hein, si je puis dire. Alors là, c'est l'IA qui n'entre pas seulement dans le canon scolaire, elle s'y substitue pour enrichir les cours. Et alors, cela dit, il y a un directeur départemental des formations qui se veut rassurant. Et il dit, la médiation humaine reste nécessaire. Vous voyez, c'est-à-dire que le prof, c'est celui qui va apprendre à ses élèves de se servir de l'IA, hein. Alors, en fait, c'est déjà illusoire, puisque vous avez des classes où tous les élèves, on est en troisième, j'ai demandé aux gamins, à des gamins, ils m'ont dit, oui, oui, on est tous là-dessus, et on a fait des statistiques sur l'usage des profs, c'est plus de la moitié. Alors, ça dépend des disciplines. Et donc, l'humain devient un auxiliaire de la machine dans cette affaire, hein, bien sûr. Et sous couvert d'éducation, il y a déjà des lycées parisiens qui donnent des cours de prompt, hein, et sous couvert d'éducation au numérique, l'éducation par le numérique devient la norme. Alors, c'est la même chose à la Sorbonne. Il s'agira, je cite, hein, de prendre en main l'IA-GEN, c'est l'IA générative, pour concevoir un cours et des exercices, mais aussi pour se mettre à la place d'un apprenant et de l'utiliser pour s'aider dans ses cours. C'est du langage, d'ailleurs, lui-même, qui a l'air d'être généré par l'IA. Alors, le problème, c'est que l'IA est déjà partout, hein, bien sûr,
Et on pourrait se demander si l'école ne pouvait pas être le seul endroit où on n'est plus d'IA et plus d'écran. La question se pose, hein, par exemple, en Suède, ils étaient pionniers dans l'usage des tablettes et des ordinateurs dans toutes les écoles. Et ils se sont aperçus récemment que les étudiants n'arrivaient plus à lire des textes. Tout simplement, vous n'avez jamais été affronté à ça. Et alors, le journal Le Monde dit, mais en fait, c'est l'extrême droite. Et donc, ils ont remis des livres dans les écoles. Et enfin, c'est tourné un petit peu comme ça, hein. Bon. Et on voit, par exemple, une pédiatre qui reçoit des enfants de moins de 4 ans. Et ils ne savent pas jouer, ils ne savent pas interagir avec les semblables, ils ont des troubles du sommeil et de l'alimentation, et ils ont des retards de langage. Et si on leur présente des albums cartonnés, ils se mettent à zoomer dessus. Et donc, alors là, on va dire c'est pas l'IA spécialement, c'est le tout numérique. Alors, on pourrait se poser la question, c'est quoi une prothèse quand on n'en a pas besoin? C'est quelque chose qui vous diminue plutôt que ne vous augmente. Tout le discours transhumaniste, c'est on vous augmente. Euh, Même Neuralink nous augmente en nous mettant une puce dans le cerveau, bien sûr. Mais euh, c'est l'argument qui était présenté par Hume aux utilitaristes. À quoi sert l'utilité? Je trouve ça un argument très fort. Et on va nous vendre une utilité. Je n'ai rien contre, évidemment, contre ces techniques qui sont particulièrement brillantes, hein. Et par exemple, la self-attention, ça met en œuvre quelque chose qui est la loi de bonne continuation, la règle d'isotopie et d'isophonie, etc. Donc, il y a des connaissances qui sont euh, mobilisées. Mais l'idée d'une IA générale, c'est tout à fait une autre affaire, hein. Et une IA générale grand public, vous avez à la fois un flic, un docteur et un coach dans votre poche, hein. Et d'ailleurs, il n'y a même pas besoin de le consulter, c'est intégré dans tous vos applis, où ça va l'être. Par exemple, avant du temps de Google, il y avait encore des pages de liens. Il y avait des gens qui cliquaient sur le deuxième ou voire le troisième lien. Il y avait des érudits qui allaient jusqu'à la deuxième page. Mais ça, c'est fini. On vous donne la réponse, la synthèse, hein. Et ça, c'est le courant. Et donc, comme toute faculté dégénère quand on ne se sert pas, quand on ne s'en sert pas, c'est c'est ce que Bronner a appelé l'apocalypse cognitive. Il y a des déficiences qui se multiplient en même temps qu'il n'y a plus de rapport, et là j'en viens à ce que disait Giuseppe, avec des objets mobiliers, hein. Tout simplement parce que on, non, on a évolué comme d'ailleurs d'autres mammifères à partir d'objets mobiliers. Enfin, et là, il y a une perte de l'objectivation, et donc il y a à la fois une perte de l'espace, mais aussi une perte de la temporalité, le fameux temps de cerveau disponible, puisque les 15-18 ans en sont à 7 heures par jour sur l'écran. Donc, la real life consiste à produire des données pour le lendemain, hein. Euh, Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir des moments de real life? Tout simplement parce que pourquoi est-ce qu'on apprend quelque chose? Souvenez-vous, là je reste dans le domaine de l'école, mais souvenez-vous des MOOC. Il y a quelques 15 ou 20 ans, tout le monde avait que ça en tête. Mais alors ça peut servir, évidemment, hein. Vous pouvez au Pakistan suivre les cours d'informatique du MIT. Mais au fond,
mon directeur de thèse, je lui dis, mais pourquoi vous avez fait espagnol? Elle me répond, le prof était sympa. Ma femme a toujours eu 20 sur 20 en physique. Je lui dis, mais pourquoi tu n'as pas fait de physique? La prof était moche. Donc, non, mais je veux dire, la question à la fois de l'identification à quelqu'un, la question de la rivalité avec la classe, parce que la classe disparaît dans cette affaire, hein, la question, disons, de l'émulation, du caractère collectif et finalement sportif ou dramaturgique de l'enseignement. Le prof est sur les planches, hein, d'une certaine manière. Enfin, on a enlevé les estrades, mais il le reste moralement. Et puis la question de la dette symbolique. Euh, Par exemple, un, un écrivain de famille maghrébine à Lyon, on lui demande, mais pourquoi vous êtes devenu écrivain? Il répond, la prof nous a donné un jour un sonnet de Ronsard. Ils étaient en troisième, on leur apporte un texte que personne ne comprend. Et donc, il y a une pédagogie du défi, hein, alors que l'IA, là, est utilisée pour, au contraire, mâcher le travail d'une certaine manière, faire des résumés, vous voyez, Phèdre en un acte et en octosyllabes, par exemple, enfin des choses comme ça. Et ça, ce sont des dimensions qui... Il y a une anthropologie derrière, hein, et c'est une anthropologie de la finitude, c'est pas une anthropologie de la déficience. Ce que fait le transhumanisme, c'est une anthropologie de la déficience. Il vous manque toujours quelque chose. C'est le produit dont vous avez besoin pour penser, pour être heureux, pour etc. Euh, et donc, au contraire, on pourrait avoir une réflexion sur la finitude. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire et qu'on ne tout simplement ne doit pas essayer de faire. Hein. Au tennis, on ne pliera pas le coup de, etc. Mais on est plus fort dans l'interprétation. Et c'est là que je m'arrête parce que je me suis demandé, mais au fond, c'est quoi, quel est le statut de ces textes? Ce ne sont tout simplement pas des textes, ce sont des documents. C'est-à-dire, on prend des textes, c'est des corpus, hein. On les, on les réduit à l'état de documents, c'est-à-dire des chaînes de caractères. On vous resserre de ces chaînes de caractères sous une autre forme. Et c'est un leurre macroscopique, c'est-à-dire vous croyez que ça peut avoir du sens. Ça en a la guerre, mais bon, tout se passe comme si, hein. Mais c'est un leurre. Et donc, vous voyez, c'est comme, souvenez-vous du Minitel Rose, ceux qui ont connu cette époque, qui a permis la première accumulation capitalistique. Xavier Niel a commencé comme ça. Euh, L'idée, c'est le client fait tout. Mais ça continue. Vous voyez. Je connaissais un gars qui faisait de la génération de textes à l'époque. Il faisait de la littérature narrative automatisée. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a présenté son logiciel à Niel, il a simplement changé la base de données et il s'est acheté une R25 avec le résultat. Et donc, ça a fait la génération du Miguel Rose. C'était un poète regretté qui a fait ça. Voilà. Alors, je crois qu'on en est encore là d'une certaine manière, c'est-à-dire ce leurre macroscopique, il existe et surtout, il devient envahissant, c'est-à-dire que les IA pompent sur le web, c'est une industrie extractive, l'IA, hein, ils pompent sur le web des choses qui sont produites par des robots eux-mêmes, c'est-à-dire qu'il y a des domaines où ce qui est produit par les robots, y compris les IA génératives, bien sûr, et même en premier lieu, sont déjà majoritaires. Par exemple, le récit russe sur l'Ukraine est déjà majoritaire sur Google. Donc les réponses vont être là. Pourquoi? Parce que les Russes, eux, utilisent aussi des robots, mais beaucoup plus que les Ukrainiens, pour déverser des textes sur le web. Euh, Là encore, il y a des biais majeurs parce qu'on prend ce qui est disponible, tout simplement, et pour des raisons mathématiques, à savoir que en dessous d'un certain seuil, le nombre d'hallucinations devient trop grand. Enfin, euh, parce que
la machine, quand elle n'a pas assez de poids statistique, comme le client est roi, elle lui propose des choses de toute façon, au lieu de dire je ne sais pas. Alors que la force d'un prof ou d'un parent, c'est de ne pas, de savoir ne pas répondre ou de dire bon, on va chercher. Là, jamais, on a réponse à tout. Et ça, c'est d'une certaine façon totalitaire. C'est-à-dire, on répond à tout, n'importe quoi. Donc, ça peut être n'importe quoi. Et là, je crois qu'une réflexion d'ensemble sur l'éducation, la transmission et la culture, parce que la culture, c'est pas ce qui a été numérisé, c'est ce qui n'a pas été numérisé ou ce qui ne le sera jamais, qui va numériser des journaux du 19e siècle. Je connaissais un 19e, un vrai, qui me disait, moi, je lis les journaux, mais seulement ceux du 19e siècle. Vous voyez, des bibliothèques comme la grande bibliothèque américaine, il y a 15 millions d'items, il y en a 3 millions de numérisés, parce que les autres n'intéressent personne ou ne sont pas numérisables. Donc, c'est la grande abondance, mais c'est en même temps la grande extinction. On oublie ça, hein. Et c'est pareil pour les langues. Les langues non documentées, qu'est-ce qu'on en fait? Ben, elles disparaissent tout simplement euh, du perceptible. Voilà, je vous remercie. Alors, nous dépassons un petit peu les bornes, mais On a on été peut. très ponctuel au début, on peut se permettre d'être en retard à la fin. Et peut-être ouvrir la discussion, ici et ailleurs d'ailleurs. Si, Madame oui, Hénaud. alors, vous avez des micros, si vous... Bien entendu, 34, une avance de la politique sémantique. On pourrait le développer davantage. Vous avez parlé des techniques, vous avez parlé de la rapidité, et tout ça semble être des outils.